Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise. N'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leurs succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Contribution. Aujourd'hui, on va explorer le parcours riche et très inspirant de Marion Laure Blanchet. Marion, tu as été triathlète de haut niveau, affrontant autant des défis physiques avec détermination, mais aussi on sait que ce type de performance, ça va au-delà des limites du corps, puisque forcément ça demande de se forger un mental. Pour le coup, tu t'es forgé un mental de gagnante. Tu as été double championne d'Europe, numéro 3 mondial, vice-championne du monde, donc c'est quand même pas un palmarès de n'importe qui. Athlète de haut niveau, donc pour le coup, tu t'es formée en plein de trucs, physiologie de l'entraînement, en micronutrition, en neurobiologie, entre autres. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ton parcours au niveau de tes études. Tu es maintenant devenu préparateur mental et tu proposes des coachings, des formations, des conférences dans lesquelles tu vas aborder un peu des stratégies pour développer son plein potentiel. Donc ça, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Et puis tu es également, et j'ai envie de dire avant tout, maman, je pense, de deux filles. Bref, tu as une vie bien remplie. Donc, chers auditeurs, préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la résilience et du dépassement de soi. Et Marion, on te souhaite la bienvenue sur notre podcast et on te remercie d'avoir accepté cette invitation. Salut Marion. Salut, en tout cas, merci. C'est toujours un honneur quand même d'être invité sur des podcasts. Et puis, en fait, si mon histoire ou ne serait-ce que quelques petites phrases de ce qu'on va dire aujourd'hui peut aider quelqu'un, on estimera que le pari est réussi. Tout à fait. Moi, j'ai envie qu'on démarre un peu par ta carrière sportive, sans forcément entrer dans tous les détails, mais tu as intégré le collectif olympique à 17 ans, donc c'est assez jeune. Est-ce que tu peux nous résumer ta carrière en tant qu'athlète et ce que tu en retiens aujourd'hui après les années? Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ma carrière, il y a ce qui se voit et ce qui se voit pas. Et moi, je m'intéresse toujours beaucoup à ce qui se voit pas. D'ailleurs, mon métier aujourd'hui, c'est beaucoup les coulisses. Et j'aime bien en fait dire mais comment un jour j'en suis arrivée là. Et en fait à la base enfant j'étais dyslexique, j'étais ambidextre, alors tout était un peu croisé. On m'a diagnostiqué aussi HPE assez jeune. Alors à l'époque on n'en faisait rien, on disait c'est comme ça, point barre, on dramatisait pas les choses, peut-être il n'y avait aucun aménagement non plus. Et en fait du coup j'étais assez introvertie, j'étais dans mon monde. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer, forcément je mettais pas les bons mots dans le bon ordre, je faisais pas les lettres à l'endroit. Est-ce que je peux parler d'harcèlement scolaire? Je n'avais pas forcément trop conscience à l'époque, mais maintenant avec le recul je m'en rends compte que oui. Et finalement en fait en CE2 de cours d'orthophoniste en cours d'orthophoniste, en fait on m'a dit mais pourquoi pas faire du sport? Mes parents étaient dans le milieu du sport aussi, donc on s'est dit quelque part ce sera peut-être un moyen d'expression et ça permettra peut-être finalement de se construire, d'être dans son monde aussi, et puis de pouvoir s'exprimer, mais plus par le mouvement. Donc ça m'arrangeait. Et puis de fil en aiguille, il s'avérait que Dame Nature m'avait doté de poumons assez gros, de capacités physiologiques assez bonnes. Et en fait, le sport s'est construit et je me suis commencé à me rendre compte que finalement, quand on faisait les choses, on obtenait des résultats, que parfois pas tout de suite, mais que finalement ça ne s'est toujours pas arrivé. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à gravir les échelons et parfois moi-même à être surprise de ce qui m'arrivait, mais je suis dans une forme d'insouciance. Et c'est ça que j'ai aimé finalement cette première partie de carrière, c'est que je me rendais pas compte des choses.
très tôt, j'ai eu un rêve. Alors c'était pas forcément le rêve d'être la meilleure ou autre, mais j'étais marquée par lorsque j'ai regardé les premiers Jeux Olympiques à la télé. C'était en 92 à Barcelone, j'avais juste 9 ans, et je me suis dit waouh, ça a l'air trop fort ce que ressentent les gens sur le podium avec leur hymne national. Et je me dis moi c'est ça que je veux faire. Alors c'est pas forcément un métier, je crois pas que ça rentre dans le Parcoursup de nos jours, mais dans l'idée, je me dis ça c'est ça que j'ai envie de faire, et j'avais envie voilà de marquer l'histoire de mon sport. Et puis j'ai vu en fait toutes les opportunités qu'offrait le sport de haut niveau, d'avoir une vie où on peut voyager, une vie un petit peu décalée, une vie hors du temps, représenter son pays à l'international. Voilà en fait tout ce que j'ai vu moi au travers du sport, et associé au fait aimer gagner, hein, j'ai pas honte de le dire, mais c'était surtout aimer être une meilleure version de soi chaque jour. Et voilà un petit peu comment j'ai bâti ma première partie de carrière. À l'âge de 17 ans, j'ai été détectée parce qu'en fait, j'étais surclassée dans mes catégories, parce que c'est vrai que je remportais un peu tout haut la main. Et puis, on m'a fait courir avec les seniors, et il s'avérait que j'ai eu des bons résultats. Et on a décidé de m'intégrer dans le collectif olympique. J'étais très très jeune. Le sport, le triathlon est plutôt un sport à maturité tardive. Donc j'étais une fois de plus un petit peu isolée, parce que tous les athlètes se connaissaient déjà beaucoup d'avant. Ils avaient tous 25, 26, 27 ans, 30 ans pour certains. Et moi, je suis arrivée 17 ans, toute jeune. Alors au début, j'étais bien accueillie, parce que au final j'étais la petite jeune, tout ça. Et puis rapidement, quand les résultats sont venus, on est dans le sport de haut niveau, et le groupe olympique, au départ t'es une dizaine d'athlètes, et puis il y en aura que 2 ou 3 qui représenteront le pays. Donc j'ai représenté une menace, donc il y a eu à un moment donné, il a fallu aussi faire sa place, et j'étais pas forcément armée pour ce monde-là, mais malgré tout je m'en suis pas trop mal sortie, on va dire ça. Je fais mes premiers donc j'intègre le collectif olympique en 2001. Ensuite, j'avais une double carrière, c'est-à-dire que j'avais une partie où je continuais à courir en junior, parce que j'étais encore junior, et une partie où je courais avec les seniors sur les coupes du monde. Donc pareil, toujours du mal à trouver cette place, un coup avec les uns, un coup avec les grands, un coup avec ceux de mon âge. Alors ce double parcours me réussit jusqu'en 2002, j'atteins le titre de championne du monde junior. 2003, pareil, on serre un peu les dents. 2004, première Olympiade, et ensuite le chaos après 2004. Ce chaos, en fait, très dur à comprendre. Peut-être une ascension très rapide, difficulté à gérer la notion de l'échec, puis le rien d'après, parce que parfois on court après un rêve olympique, et puis finalement plus rien après. L'environnement, tout ça, je pense que c'est tout un écosystème qui a été un peu compliqué. Moi, j'ai surtout analysé sur le fait que pendant toutes ces années-là, j'ai répondu à ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire ce que la fédération attend de moi, ce que mes clubs attendent de moi, ce que mes sponsors attendent de moi, tel un bon petit soldat, et je pense que je me suis perdue. Et ensuite, en 2005, j'ai connu ce qu'on appelle le burn-out du sportif, c'est-à-dire le vrai chaos, hein. C'est pas juste je me sens pas bien, je me suis carrément réveillée à l'hôpital. C'était en fait, je me suis effondrée dans les vestiaires à la piscine. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, on m'a dit voilà, vous êtes hospitalisé, et j'ai envie de dire je peux pas, j'ai piscine, parce que c'est vrai, j'avais piscine à ce moment-là. Mais apparemment, on m'a dit non, tu vas pas y retourner à la piscine. Donc je me suis dit apparemment, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il y a eu ce vrai chaos. Et ensuite, je me suis dit, j'ai 2 solutions. Soit j'arrête le triathlon, après tout, c'était quand même pas mal ce que j'ai vécu. Mais je me suis dit, si j'arrête sans avoir vraiment compris ce qui se passait, je vais me prendre un boomerang dans ma vie, je sais pas quand. Donc j'avais eu cette clarté d'esprit. Et je me dis non, je vais repartir pour le collectif olympique. Donc il a fallu que je refasse mes preuves. Parce qu'en sport de haut niveau, quand vous êtes absent une saison, autant dire que vous repartez de zéro. On vous a pas attendu. Donc il a fallu que je refasse mes preuves. Et puis j'ai voulu construire ma carrière différemment, en me connectant plus à qui j'étais, et en alignant un peu plus mes valeurs. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie, et comment j'ai vraiment envie de le faire. Et là, j'ai eu l'impression de me retrouver. Et finalement, mes deuxièmes Jeux Olympiques sont pas mieux passés que les premiers, en toute transparence, mais avec une sérénité. À l'issue de 2008, donc on est Jeux Olympiques 2004, c'est le petit soldat, KO. 2008, finalement, les Jeux Olympiques de la maturité. Et ensuite, après 2008, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rempile pour des Jeux Olympiques jusqu'en 2012? J'avais l'impression de tourner un petit peu en rond, et presque d'être devenu fonctionnaire de mon sport, c'est-à-dire je dépendais de ma fédération, j'ai les stages, tout ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'avais envie d'avoir un peu plus de liberté. Et là, j'ai basculé sur le circuit professionnel en Xterra et en Alpha Ironman. Et en fait, après 2009, je suis partie sur ce circuit professionnel. Donc là, on n'est plus du tout sous couvert de la fédération, on est professionnel, on se gère de A à Z, que ce soit nos déplacements, que ce soit nos hébergements, que ce soit la totalité, les prize money, donc les sponsors sont pas les mêmes. On est vraiment sur le système très américain. Et là, en fait, ça a été vraiment cette seconde partie. Donc tout a été cause-conséquence. Je regrette rien dans ma carrière, parce que peu importe les titres, parce que des fois, c'est vrai que les titres font toujours très pompeux. Alors oui, ils valorisent un instant T, mais c'est surtout tout ce qui m'ont permis d'être. Et j'ai arrêté ma carrière il y a 10 ans.
mes titres sont pas très très importants. Ma médaille de championne du monde, je crois, est dans une boîte en carton dans le garage. Faudrait peut-être qu'un jour je pense à trier tout ça. Mais voilà, c'est plus finalement tout ce que ça m'a apporté et de comprendre que le sport a été finalement juste un passage, un moyen d'exprimer qui j'étais. Et puis bah, la suite de la vie, bah voilà, c'est la même chose mais dans un autre domaine. C'est un parcours bien riche avec des hauts et des bas, des succès. J'imagine que effectivement, comme on le dit souvent, l'important c'est pas tant la destination, c'est le chemin et c'est tout ce que tu apprends en cours de route. Euh, on sait que dans la vie, il y a effectivement des fois des obstacles, de l'adversité, des éléments qui viennent un peu freiner tes ardeurs et certaines choses que tu as envie de construire. Il arrive pour toi en 2013 une nouvelle où on te détecte un problème de santé, une tumeur cérébrale si je me trompe pas. Euh, Comment tu vis les choses et qu'est-ce que ça change pour toi dans cette nouvelle, cette information? Comment tu gères cette situation et qu'est-ce qui se passe derrière? Alors c'est vrai que bah, c'est le 31 août 2013. Alors j'ai eu pas mal de symptômes un peu dérangeants, enfin plus qu'un peu dérangeants quand même. J'ai pas peur des mots. Et en fait, bah, c'était en pleine saison. Ça faisait 2 mois que c'était vraiment très très compliqué. Des gros maux de tête, la fatigue, des malaises, des problèmes de vision. Et je passe toute une batterie d'examens et quelque part, bah, 9h42, je suis athlète de haut niveau, je passe dans le tunnel de l'IRM, on m'injecte pour les marqueurs bah, des tumeurs cérébrales et là, à ce moment-là, bah, 10h17, ma carrière est terminée. Et c'est vrai qu'on s'attend pas forcément à ce chaos-là. En sport, on a l'habitude de gérer les blessures, ça fait partie. Il y a les blessures qui dépendent de soi parce que bah voilà, on s'est peut-être pas entraîné correctement, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait ou autre. Des blessures qui dépendent pas forcément toujours de soi, donc on a cette habitude, mais là c'est plus qu'un gros chaos. Et là, le verdict, il est assez hard parce que c'est pas une histoire de bon bah ok le tendon ou la tendinite ou douleur musculaire, il y en a pour X temps. Là, le dilemme il est assez binaire, c'est tu vas vivre ou tu vas mourir. Il y a pas de, et c'est 50-50. Tant que tu n'as pas testé les premiers traitements pendant une semaine, t'es face à 50-50. Donc là, il faut gérer l'incertitude. Alors c'est vrai qu'en sport de haut niveau, on est armé à gérer l'incertitude, puisque la vie d'un athlète de haut niveau est une incertitude permanente. On ne sait pas ce qui va se passer, on connaît pas le niveau de forme des autres, on n'a aucune idée si notre carrière va être courte, en dents de scie, elle va être longue, elle va être progressive, exponentielle, on n'en sait rien. Donc il faut quand même gérer l'incertitude, mais là cette incertitude elle est par rapport à la vie ou la mort. Donc c'est un peu moins drôle quand même. Donc il y a cette partie-là. Alors après on dit que les sportifs ont rien dans la tête. Bon moi j'avais du monde pour le coup. Je sais que j'étais habitée, mais je pas ce type d'habitant que j'aurais aimé forcément. Et là à ce moment-là en fait c'est pas le quand il y a l'annonce de la maladie, c'est paradoxalement c'est pas là le plus difficile pour moi parce qu'en fait je suis encore en mode il y a des choses à faire. C'est-à-dire que en gros on m'annonce qu'il va y avoir X traitements, il y a X mois de traitement, tous les mois je vais passer l'examen, on va m'injecter des produits, tu vas prendre des médicaments et tu auras des échéances toutes les 5 à 6 semaines avec des passages obligatoires et on va voir ce qu'il en est. J'ai eu une mancrignose, un truc pas terrible, dans le sens où très rapidement, au bout d'une dizaine de jours, on a su que les traitements avaient un très bon effet sur moi et que mes chances de vivre étaient, mon pronostic vital, il était ok quoi. Donc ça, très rapidement, j'ai eu cette chance-là. Ça se passe pas toujours de cette manière, donc comme je dis déjà, j'ai remercié la vie de pas me donner le coup fatal cette fois-ci. Et donc en fait, tout le moment où il y a eu la phase de traitement, c'est pas là où j'étais le plus compliqué parce qu'il y avait à faire tel en fait comme s'il y avait des compétitions avec un dossard en fait à chaque échéance et entre chaque compétition et ben il faut faire ce qu'il faut, bien manger, bien s'alimenter, j'essaie de me cultiver, j'essaie de conserver vraiment un bon état d'esprit. Il faut aussi replacer dans le contexte, je passe d'athlète de haut niveau à me dire qu'il est compliqué pour moi de marcher 30 minutes dans la journée sans être très fatigué. Donc il y a quand même ce gap là, mais ça m'a pas tant affecté que ça. J'ai pas de mauvais souvenirs de cette période-là, très sincèrement. Par contre, pour moi, le très mauvais souvenir, il a été quand, en gros, à la fin des traitements, le médecin et l'équipe médicale me dit waouh, c'est génial, ça y est, t'es guéri. Évidemment, tu vas avoir à vie, tu vas avoir des examens, puisqu'en fait, on a fait le choix de pas opérer la tumeur, qui avait trop de risques opératoires. Elle a juste été, alors, pour le spécialiste, déventousée, isolée, brûlée, rapetissée, mais il en reste des morceaux. Donc c'est bon, je suis toujours habitée, ça me rassure. Mais dans l'idée, voilà, c'était de se dire, et maintenant? Et là, il y a eu ce chaos de et maintenant, qu'est-ce qui va faire sens dans ma vie? Quand en fait, chaque matin, je me suis levée avec l'envie, la conviction. Je dis pas que la vie d'athlète de haut niveau est facile. La question dans la vie, c'est pas de savoir si est-ce que c'est difficile ou facile, est-ce que c'est agréable ou désagréable, mais en tout cas, pour moi, ça faisait sens.
Et c'est ça en fait qui était fort pour moi dans mon quotidien d'athlète de haut niveau. J'étais réglée, ça faisait plus de 14 ans que j'étais à haut niveau. Avant d'être dans les équipes olympiques, j'étais forcément dans des cursus sport-études. Et là, tu te dis, bah, et maintenant? Et qu'est-ce qui va me faire vibrer maintenant? Et là, ça a été un peu cette descente aux enfers. On parle parfois en sport de haut niveau de la petite mort. Ça a vraiment été la petite mort. Quand un projet vous tient à cœur pendant des mois et des années, eh ben derrière, tu dis, c'est la petite mort, et maintenant? Et là, c'est là que ça a été très, très compliqué. Et on trouve pas de suite l'aspect de se dire, voilà, waouh, maintenant, je vais faire ça, ça, ça. C'est la suite logique de ma vie. Je vais accompagner des gens à développer leur potentiel. Maintenant, ça paraît facile, mais au début, tu te dis, mais c'est horrible, horrible, horrible. Et heureusement que j'avais travaillé en amont déjà, d'un point de vue prépa mental, mon identité. C'est-à-dire que je n'existais pas que au travers de mon sport, je m'étais quand même créé une identité. Je savais que c'est pas Marion qui existe qu'au travers de son sport. J'existais par moi-même aussi. Heureusement que j'avais travaillé ça, et malgré tout, c'était pas évident. J'avais fait des études en parallèle en me disant, bah, de toute façon, comme ça, c'est bon, moi, je saurais quoi faire après. Bah, malgré tout, ça n'a pas été si évident que ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui? Comment ça s'est passé entre ce moment et le fait aujourd'hui de devenir préparateur mental? Voilà, quel a été le chemin? Comment t'as fait pour trouver cette issue? Alors moi, j'aime bien, c'est la notion de rallier les points. En fait, je pense que on n'est pas là par hasard. On nous a plantés humains. On aurait pu mettre lampadaire ou tabouret. On nous a mis humains. Donc je dis, on va peut-être pouvoir faire des choses dans la vie. Et je me dis, mais en fait, il faut relier les points sur qu'est-ce qui fait réellement sens pour toi, pour trouver quelque part ce qui t'anime le plus et quelle est, entre guillemets, alors sans partir dans les trucs ésotériques ou pompeux, mais quelle est finalement ta mission et qu'est-ce qui va t'animer. Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, pourquoi t'as fait du sport? Donc j'ai décentré le sport en me disant c'était juste un moyen d'exprimer ce qui était important pour toi. Et en fait, ce qui est important pour moi, c'est exprimer un potentiel. Parce que le système scolaire n'était pas forcément adapté pour moi. Alors j'ai compris ce qu'il fallait faire à l'école. Donc j'ai répondu à ce qu'on attendait de moi pour avoir le bac et avoir la paix. Concrètement. Et à l'époque, un bac S de préférence, parce que c'est ça qu'il fallait passer. Voilà, dans l'idée. Mais je me suis dit, ok, mais par contre, on n'a pas compris qui j'étais, on n'a pas compris mon potentiel. C'est très compliqué parce que quand on est dyslexique ou HPE, quelque part, des fois, on a l'impression qu'on est bête, mais au fond de soi, on se dit, mais non, mais en fait, t'as l'impression qu'il y a des gens qui sont... Tu te dis, mais pourquoi moi j'ai l'air bête alors qu'au fond de moi, il y a une part de moi qui me dit, mais non, mais je ne suis pas tant que ça. Mais d'un autre côté, je suis pas adaptée. Donc, ce qui m'a animée, c'est de me dire, je pense que chacun de nous a un potentiel énorme. Et si je refais le sport du sport, je pense que chacun de nous a un champion en nous qui sommeille. Et l'idée, c'est de le réveiller. Et c'est une question de connaissance de soi, de stratégie et d'entraînement. Et je me suis dit, si moi je l'ai fait, peut-être je peux réussir à le faire pour d'autres. Et là, je me suis dit, bon, bah ouais, mais comment? Donc là, c'est pour ça que j'ai repris des études. Alors, à la base, pendant ma carrière, à la toute base, j'étais... alors, c'est rigolo parce que j'ai fait une licence en physiologie de l'entraînement. Alors, très simplement, STAPS étant la seule université qui proposait des aménagements d'études pour les sportifs de haut niveau à l'époque. Donc, c'était quand même bien plus pratique d'avoir une licence dans cette université-là. Ensuite, à l'issue de mes études de STAPS, j'ai fait un diplôme en micronutrition et neurobiologie, un diplôme universitaire à la faculté de médecine pharma. Et finalement, je me suis spécialisée dans tout ce qui était neurobiologie et tout ce qui est cycle endocrinien. Et en fait, concrètement, quand j'ai fait mes stages, je les ai fait en secteur hospitalier et j'étudiais tout ce qui était les pathologies endocriniennes. Ce qui est assez marrant, c'est en gros comment un petit dysfonctionnement cellulaire crée un infiniment bazar. Concrètement, si je devais résumer mon métier. Alors, le corps médical dirait, c'est un peu plus complexe que ça, mais bon, grosso modo, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait. Comment une cellule peut perturber et comment un réajustement dans une cellule peut créer tout un système qui fonctionne d'une manière optimale. Et ça, on s'intéresse à l'infiniment petit, mais l'infiniment grand, en fait, on est 10 000 milliards de cellules. Donc, je me suis dit, il y a forcément des dysfonctionnements qui vont rentrer là-dedans. Et les derniers travaux que j'ai pu faire avant de quitter le secteur hospitalier étaient justement sur une notion d'épigénétique, donc une manière de penser, de bouger, de nous alimenter, qui va forcément influencer notre corps. Et le mental a repris son importance. Et là, bah forcément, je suis retombée à mes premiers amours du monde du sport en me disant, mais qu'est-ce qui fait que certains champions, enfin certaines personnes deviennent des champions, là où d'autres, bah, foirent tout ce qu'elles entreprennent. Est-ce que c'est une question de potentiel d'origine? Est-ce que c'est une question d'origine? Est-ce que c'est une question de, je sais pas, de capacité ou autre, de couleur de peau ou autre? Il y a plein de facteurs. Mais je me suis dit, finalement, il y a tellement de contre-exemples. Quand j'ai lu beaucoup de biographies, je me suis dit, mais certains, ils avaient rien pour réussir. Ils sont devenus, des personnes hyper célèbres, des Oprah Winfrey, voilà, toutes ces personnes-là. Et je me suis dit, mais en fait, non, c'est que mental. Et donc, je me suis mise à décortiquer ce que faisaient les meilleurs et de me dire, mais comment ça peut être appliqué à chacun?
Donc voilà un petit peu ce qui m'a animée. On a travaillé dans le même secteur à un moment donné. On a été amené à se croiser. Derrière, moi, j'ai été fascinée par l'univers de la conférence parce que je me suis dit, mais c'est génial parce que quand on m'écoutait pas et que j'arrivais pas à m'exprimer, je me dis, c'est génial parce que quand tu fais de la conférence, en gros, on t'écoute et tu dis les choses d'une manière pertinente. Et là, ça m'a fascinée. Donc, j'ai fait une école de conférencier derrière. J'ai poursuivi mes études. Donc, à la base, j'ai fait beaucoup de PNL puisque j'avais un parcours scientifique et c'est ce qui me paraissait le plus proche de voilà du pragmatisme dans la manière d'aborder le mental. J'ai fait ensuite une certification en coaching, tout ce qui est travaillé sur les systémies, donc c'est comprendre tout l'environnement pour comprendre comment l'individu se construit. Et ensuite, diplôme universitaire en préparation mentale, parce que c'est ce qui tourne un petit peu plus autour du monde du sport. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est d'adapter pas qu'au monde du sport, mais à tout un chacun. Et justement, donc préparation mentale, c'est quelque chose qui peut être pour certains assez abstrait. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment tu représentes ton métier, à quoi ça consiste au quotidien? Alors, c'est vrai, ce que tu dis, c'est assez amusant parce que soit c'est abstrait pour les gens, soit les gens pensent que oui, mais moi, je suis pas un champion. De suite, ils disent c'est que pour les bons. Alors comme on dit, hein, le grand chêne a toujours été un gland au départ. Donc finalement, c'est pour tout le monde. Même si tu te sens gland dans la vie, c'est peu possible pour toi. Moi, je dirais la préparation mentale. Alors, c'est vrai que c'est très complexe parce qu'il y en a, ils disent oui, mais c'est telle méthode, telle ci, telle ça. Pour moi, je pense que ça, c'est du chichi. C'est tout simplement une globalité de plusieurs outils mélangés. Et si je devais la décrire, c'est apprendre à faire basculer la chance de ton côté. Pour moi, c'est ça que j'estime en préparation mentale. C'est t'apprends à te connaître et que finalement, la chance, elle va toujours basculer de ton côté. Tu as une parfaite connaissance de tes ressources, de tes manières de te comporter et tu deviens 100% responsable et acteur de tout ce qui va t'arriver. C'est comment être proactif, créer l'opportunité que la chance bascule de ton côté. Voilà pour moi ce que la préparation mentale va apporter. Alors c'est vrai que moi je raisonne plus sur le résultat que le qu'est-ce que c'est en tant que tel sur une belle définition. Mais voilà, dans l'idée, c'est plus sur ça. Et après, je pense que oui, chacun, même plus loin, moi je pense que c'est un devoir de chacun que de devoir faire de la préparation mentale. Parce que dans nos vies, on est des conjoints, on est des conjointes, on est des papas, des mamans, on est des salariés, des entrepreneurs, des parents, on est toutes ces personnes-là. Donc pour moi, c'est un travail essentiel enfin c'est un besoin essentiel que de travailler sur soi. Et c'est kiffant, je trouve. Oui, c'est clair. Dans ton métier, tu fais quand même pas mal de scènes, donc d'intervention en public, de prise de parole en public. C'est un univers qui peut faire peur et qu'on pourrait quand même comparer pas mal à du sport, quand même, dans la préparation mentale et tout ça. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait s'améliorer dans sa prise de parole en public? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Je faisais du triathlon, ça veut dire que j'ai jamais réussi trop à choisir une discipline au fond de moi. Et aujourd'hui dans mon métier, j'aime l'aspect conférence, j'aime l'aspect coaching individuel et j'aime l'aspect formation. J'aime les trois parties. Je ferai que l'un des trois, je pense que ça m'ennuierait un peu. Mais si on revient sur l'aspect vraiment conférence, j'avoue que c'est ce qui me donne le plus d'adrénaline et c'est ce qui me rapproche le plus de ce que je connaissais. Parce qu'en gros, sur une conférence, tu as 30 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie maximum pour envoyer du lourd. Et l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de travail en amont. C'est pas juste, je prends la parole, je suis un peu à l'aise, je parle. Donc, il y a du travail en amont. Mais quelque part, moi, je pense que je suis aussi un message d'espoir pour les gens qui disent « Ah, mais je suis trop timide ». Vous savez, moi, à la base, je mettais pas les mots dans le bon ordre. Donc déjà, si moi, j'ai réussi à le faire, alors là, je veux dire, c'est pas dire que tout le monde peut le faire, mais je suis pas né inné en disant « Waouh, t'as des talents oratoires ». Il y a des techniques très simples qui se font. Et par contre, c'est beaucoup de mental. C'est très mental. C'est qu'est-ce que je me raconte. Alors oui, il y a l'aspect, moi je dissocie vraiment sur l'aspect vraiment technique des choses. Voilà, comment construire un pitch, comment faire une phrase d'accroche, comment basculer les gens dans du rationnel, dans l'émotionnel, comment trop en dire, enfin bien en dire mais pas trop en dire. Ça, c'est des techniques de construction de texte. Donc il y a une technique très pragmatique. Et comme je dis, je donne des cours aussi d'art oratoire où t'es sûr que si t'appliques cette partie soit sous forme paragraphe, soit sous forme storytelling, t'es sûr que tu te rateras jamais. Donc ton contenu, il est bon. Par contre, t'as beau avoir la technique, si mentalement t'arrives sur scène ou si les jours avant ou les heures avant tu t'es liquéfié, il y a rien qui va sortir. Donc là, évidemment, la meilleure technique, c'est de jamais chercher à copier quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est quel orateur vous êtes. C'est de garder rester dans sa personnalité. Il y a des gens, ils ont un aspect très fantasque. Il y a des gens, un aspect beaucoup plus analytique des choses. Il y en a, ils sont plutôt dynamiques, plutôt calmes. Donc c'est déjà être l'orateur que vous êtes. Donc ça veut dire travailler sur ses points forts et sur les habiletés mentales, la projection de qui je suis. Et ensuite, après, c'est avoir peut-être des mots-clés, c'est faire de l'imagerie mentale, c'est apprendre à gérer son stress.
On est soumis à, voilà, 10 000, 15 000 pensées par jour, conscientes ou inconscientes. On n'en est pas responsable. Enfin, on peut pas les arrêter. Par contre, on peut les sélectionner. Est-ce que cette pensée, elle est utile ou pas utile? Est-ce qu'elle m'aide ou est-ce qu'elle m'aide pas? Et l'idée, c'est pas de rejeter ce qui est négatif, mais c'est de composer avec et de faire prendre le positif. Ensuite, quand les gens ont peur, j'aime beaucoup leur dire que c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment. Quand t'as rencard avec quelqu'un qui te plaît, t'as toujours un peu peur. Quand t'as rencard avec quelqu'un qui te saoule, bon, soit t'es loyal et tu vas quand même y aller, soit tu vas essayer d'inventer une excuse pour pas y aller, mais t'as pas peur. La peur, c'est juste je suis au bon endroit au bon moment. Ça veut dire que c'est important pour moi et ça me connecte peut-être probablement à des valeurs hautes. Et tout ce que je me raconte est là pour m'aider. Et en fait, c'est d'accepter qu'aussi, bah pareil, on sera peut-être pas parfait. On a aussi l'illusion dans notre société de vouloir être dans l'harmonie, de vouloir être parfait. Ça veut rien dire. C'est des mots qui veulent strictement rien dire. Après, c'est de pas avoir peur de perdre. En sport, on perd plus souvent que ce qu'on gagne et pourtant on déteste perdre et on aime gagner. Mais on n'a pas peur, on sait que ça peut faire partie de l'équation. Donc c'est vraiment beaucoup tout un travail mental en amont. Et puis après, bah, c'est de l'entraînement. C'est l'entraînement. Au début, on est nul, mais on sait pas qu'on est nul. Et puis quand on regarde des vidéos d'il y a quelques ans, on dit ah c'était pas ouf quand même. Et finalement les gens ils ont aimé. Et ensuite voilà, c'est finalement tel qu'on est quoi. C'est tel qu'on est. C'est travailler beaucoup sur ça. Ouais, et puis d'avoir envie de partager, de donner quelque chose à l'autre, pas le faire pour soi. Et d'arriver à avoir un petit côté vulnérable, parce que c'est quand tu donnes de ta personne que tu vas aller pouvoir toucher les cœurs, plus que les esprits. Puis il y a tout ce qu'on nous a raconté. C'est vrai qu'on nous a dit, bah ouais, c'est pas bien, faut pas prendre la parole, c'est manquer d'humilité, c'est de l'arrogance, c'est tout ce qu'on s'est créé en fait. Alors que l'arrogance, ça n'a rien à voir avec transmettre, parler devant tout le monde. On a beaucoup de polarités comme ça. Il faut être discret, il faut pas parler, il faut pas se mettre en valeur, il faut pas. Bah et pourquoi? Si à un moment donné on transmet des choses et en fait, comme on dit aussi, pareil, c'est de relativiser sur ce qu'on va dire. Les gens retiendront ce qu'ils ont ressenti, pas ce que vous avez dit. Mais c'est notre culture aussi un peu française, hein, il faut pas trop se montrer. Et si on veut te voir en conférence, est-ce que tu fais des conférences publiques ou tu fais juste des prestations privées parce que tu as été embauché pour ça? Les deux. Il y a une partie, en effet, alors là, je vais vraiment travailler avec des entreprises qui vont m'admirer pour des prestats que je vais faire en conférence. Voilà, donc c'est pour ça qu'alors des fois, les gens qui sont sur les réseaux sociaux voient que je suis un petit peu à droite à gauche. Donc l'avantage, c'est que j'arrive à bien organiser mon agenda en fonction de quand j'ai mes enfants, si j'ai pas mes enfants. Donc voilà, donc c'est vrai que je bouge beaucoup quand c'est une envie. Quand j'ai pas mes enfants, j'en profite. Et quand j'ai mes enfants, bah, j'ai tout organisé mon travail pour être beaucoup à la maison parce que j'aime cette notion de travailler de chez moi aux heures que je peux choisir. Et ensuite, après, donc ça va être les conférences qui vont être en presta. Et puis après, moi, régulièrement, je vais organiser des événements. Donc, soit en présentiel, donc plutôt sur la région de Clermont et la région lyonnaise. Et ensuite, après, très régulièrement, je vais organiser des webinaires. C'est-à-dire des sortes de masterclass où pendant 1 heure et demie, je vais aborder une thématique souvent qui est un peu liée. Voilà, là prochainement, on va arriver sur la fin de l'année, on va beaucoup parler de notion d'objectifs. Comment les sportifs de haut niveau se fixent des objectifs. Comment les choses à faire et à ne pas faire. Parce que les erreurs que tout le monde fait et qu'un sportif de haut niveau ne fait jamais, sinon il va à sa perte. Voilà, donc je vais prendre des thématiques un petit peu en fonction de l'année, offrir des masterclass gratuites. Donc voilà, il suffit de s'inscrire et voilà d'accéder à la masterclass. Je fais généralement une tous les mois et demi à peu près. T'as un compte Instagram avec quand même plus de 38 000 followers, donc est-ce que tu te sens un peu influenceuse dans cette partie de ta vie ou tu vis ça plus comme une communauté à qui tu proposes de suivre ton quotidien et ta façon d'être? Alors moi, à la base, je n'aime pas les réseaux sociaux, il faut le savoir. Et pourtant, ça n'en paraît pas quand on me voit sur les réseaux sociaux. J'aime pas, entre guillemets, je sais que ça peut être très chronophage. Donc j'ai estimé que moi, ma valeur la plus précieuse étant mon temps. Donc j'ai évité de trop traîner sur les réseaux sociaux. Et je peux parfois aussi avoir une forme de complexe d'infériorité. J'ai toujours l'impression que les autres, ils font des trucs de dingue. Oh, ils arrivent, ils sont beaux, ils sont forts. Et puis moi, finalement, j'ai toujours l'impression de galérer. Donc j'essaie de pas trop m'imprégner trop des réseaux sociaux. Mais ensuite, par rapport aux réseaux sociaux, je me suis rendu compte aussi de l'impact que ça avait au niveau, en parlant très clairement du développement de mon business, ça c'est sûr. Et puis le fait d'oser aussi. Avant, j'osais pas parce que j'avais toujours peur que, ouais, mais écris un post, il faut qu'il soit parfait. Oui, mais là tu vois, ouais, mais là regarde, t'as une mèche devant les yeux, ouais, mais et il y avait toujours cette peur. Et jusqu'au moment où finalement il y a eu ce total lâcher prise.
Peut-être les gens aiment ce que j'écris, peut-être les gens n'aiment pas ce que j'écris. Moi perso, je reçois rien j'ai jamais reçu de commentaires de haters, vraiment, jamais. C'est plutôt, voilà, donc, parce que si je traite les sujets en étant moi, donc peut-être ceux qui m'aiment pas, ils suivent pas tout simplement. Mais j'ai jamais été soumise à ça, donc ça c'est plutôt positif. Et je me suis rendu compte que finalement, ce que je peux dire peut aider des gens, hein, parce que je reçois très souvent des messages très très touchants. Et même moi, je me dis mais waouh. Et en fait, c'est le fait de recevoir ces messages qui me donne aussi l'envie de transmettre, non pas par narcissisme ou par ego, mais de me dire mais si simplement en partageant ça, ça peut décliquer quelqu'un, c'est top, parce que si aujourd'hui j'en suis là, c'est bien que moi j'ai lu et côtoyé des personnes qui un jour m'ont fait décliquer d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, tout simplement, le fait que les gens voient ce que je fais, j'ai aussi une tendance à assez vulgariser le mental, la psychologie et autres, qui rend accessible les choses. Donc ouais, c'est vrai que sur toute une stratégie un petit peu sur Instagram, un peu un partage, aussi de comprendre que la vie elle peut être un équilibre. C'est vrai que on peut me voir dans diverses activités, on peut me voir avec mes enfants, on peut me voir sur ça, en disant que finalement on n'est pas obligé d'avoir une vie forcément, où on est toujours à bloc ou autre. Il y a des moments où en effet je travaille beaucoup, il y a des moments où je me divertis beaucoup, et puis ensuite sur LinkedIn, là je vais plus être sur une stratégie qui sera très ciblée entreprise. Ah, c'est sûr que les réseaux sociaux permettent quand même d'avoir une certaine visibilité, mais c'est sûr que ça prend du temps. Nous, tous les sujets que tu abordes, on les connaît un peu, que ce soit la conférence, la prise de parole en public, la formation et autres, et l'accompagnement. On sait que ça prend du temps et que ça nécessite une organisation. Comment toi, si tu pouvais nous donner un petit mot, tu gères ça par rapport à ton quotidien? Tu parlais d'équilibre, équilibre vie pro, vie perso, avec tes enfants, etc. Comment ça se passe? Alors en fait, déjà, c'est de comprendre que l'équilibre, c'est le déséquilibre permanent. Et une fois que tu es OK avec ça, déjà tu lâches prise sur beaucoup de choses. T'es plus dans le contrôle. Alors, si je devais retracer un petit peu ma vie, je me suis séparée du père de mes enfants. Mes petites étaient assez jeunes, elles avaient 5 mois et 2 ans. Et je les ai eues dans un premier temps en garde majoritaire, c'est-à-dire que je les avais en quasi tout le temps. Elles partaient un week-end sur 2, un mercredi sur 2 chez leur papa. Donc je les avais tout le temps. Et je garde un très bon souvenir de ça, parce que finalement, là où ça aurait pu être galère, et c'est vrai, je crois que je savais pas que je ne savais pas, mais elles étaient petites, et à côté de ça, il fallait que je développe mon entreprise, parce que finalement, quand on a eu 2 grossesses en 3 ans et qu'on est une femme, développer son entreprise, pendant un temps, ça a été vraiment stand-by. Donc il a fallu repartir de zéro. Et puis comme dit, de manière très pragmatique, bouffer à la fin du mois et payer le crédit de la maison. Donc, ça, c'était assez pragmatique, donc je me suis pas trop posé de questions. Mais je garde un très bon souvenir de cette période-là. Même si j'avoue que j'avais beaucoup de cernes à l'époque, mais finalement, voilà, tout s'est développé et en fait, tout était question d'organisation et de clarté. J'ai toujours protégé mon aspect, une bonne alimentation, un bon sommeil, pour toujours garder cette clarté-là. Depuis 2 ans, désormais, on est sur un mode de garde alterné. Alors j'ai vu, en toute transparence, une corrélation énorme entre le changement de garde et la croissance de mon chiffre d'affaires de mon entreprise. Ce qui montre quand même que mes enfants prenaient beaucoup de temps. Peut-être aussi parce que maintenant elles savent s'habiller toutes seules. Je pense que ça aide aussi. Il y a un peu plus de temps. Mais l'idée, c'est de gérer vraiment les équilibres en fonction de la vie qu'on a. Je me suis rendu compte que n'ayant pas mes enfants tout le temps, c'est parfois douloureux pour une maman, on va pas se mentir. Mais je me suis dit, à moi d'en créer une opportunité. Et aujourd'hui, il y a vraiment une semaine où j'ai beaucoup travaillé. Alors j'aime pas le mot beaucoup, parce que moi j'ai l'impression que je travaille 24 heures sur 24, parce que même la nuit je fais des rêves où il se passe des trucs de ouf. Donc est-ce que c'est pas une façon de travailler aussi? Et je souhaite à tout le monde de travailler 24 heures sur 24. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur votre mission. Donc il y a des semaines où je vais pas mal travailler, et les semaines où j'ai mes enfants, je pose mon mercredi, je les amène à l'école, je les ramène à l'école, à moins que j'ai vraiment un grand déplacement très très où la date peut pas bouger, mais de manière générale j'ai cette liberté de choisir mon emploi du temps. Ensuite, c'est une forme, alors j'aime pas le mot autodiscipline. Souvent on dit que les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs ont une grosse autodiscipline. Je crois que l'autodiscipline est juste la conséquence. La conséquence d'avoir un rêve fort, un objectif clairement défini, aligné avec qui on a envie d'être. Donc c'est vrai que par exemple, le matin, je me lève vers 6h, 6h15, et je travaille toujours une petite heure avant de réveiller les enfants. Parce que c'est cette petite heure qui me crée une bulle, c'est là où j'ai les meilleures idées. Et je me suis rendu compte aussi que cette heure-là, si je la prenais pas, si je voulais faire le même contenu, des fois je mettais 3 heures à le faire. Donc je me rends compte que le matin, j'ai une rapidité d'exécution. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Le sport. Le sport fait toujours partie de mon hygiène de vie. Non plus dans le but d'être performante, mais je case aussi systématiquement 5 à 6 fois par semaine 1 heure de sport dans la journée. Alors ça paraît beaucoup, mais je m'entraînais 2 à 3 fois par jour, tous les jours. Je m'entraînais 4 à 5 heures par jour. Donc aujourd'hui,
m'entraîner 6 heures par semaine, ça me paraît pas énorme non plus. Et ça fait partie de l'hygiène de vie, mon corps est capable de l'encaisser aussi. Donc ça sert à rien de dupliquer quelque chose. Voilà, je sais pas dire tout le monde vous devez faire 1 heure par jour. Voilà, mon corps a été habitué comme ça depuis son enfance. Ensuite, donc c'est de caler tout ce qui va être hygiène de vie. Donc je préserve énormément mon sommeil. Je me couche pas tard, c'est vrai. Alors, je me couche pas non plus à 8 heures, mais je dors à 22 heures. Ça peut paraître bizarre dans notre société, parce que souvent, on est une société de divertissement et de distraction, et c'est facile de se coucher tard. Mais le truc, c'est qu'en me couchant à 22 heures, j'ai aucun souci à me lever à 6 heures du matin, là, hyper facilement. Donc, c'est faire une croix sur tout ce qui serait peut-être un peu, voilà, les séries ou autres. Alors, je regarde de temps en temps la télé, de temps en temps une série, mais je préserve ce sommeil-là. C'est aussi un aspect que je déteste, être fatigué. Ça me rappelle tellement quand j'étais en phase de traitement où j'ai su ce qu'était la fatigue au point même où tu te demandes t'es pas en train de mourir. Donc je déteste la fatigue. Je trouve que c'est gâcher sa journée. Et comme je dis, quand on est passé proche de la mort, on se dit mais je veux plus gâcher une seule journée de ma vie parce que je connais pas ma date de péremption. Autant sur un yaourt c'est écrit sur l'opercule. Bon, on peut le tirer jusqu'à 15 jours, ça marche. Mais après on connaît pas notre date de péremption. Donc l'idée c'est je veux pas gâcher. Donc je me couche, j'ai une bonne hygiène de vie par rapport à ça. Manger sainement, comme tout le monde, j'aime les pizzas, il y a pas de souci. Mais voilà, je sais que si je mange des pizzas, ma clarté mentale va pas être terrible. J'ai pas non plus un régime alimentaire de vegan ou autre, mais c'est de manger hyper sainement pour justement avoir au maximum d'un corps qui fonctionne d'une manière optimale. Ensuite, c'est caser le sport. Ça, c'est tout ce que j'appelle l'hygiène de vie. Parce qu'on a beau avoir plein de projets, on a beau, sans la santé, on n'est rien. Et ça, je l'ai testé. Sans la santé, on n'est strictement rien. Ensuite, c'est l'aspect relationnel. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis pour ma part. J'ai beaucoup de copains et de copines, j'ai beaucoup de connaissances et j'adore. C'est nourrissant pour moi. Mais je fais toujours très attention à mon environnement, c'est-à-dire voilà, quelles sont les personnes qui sont bonnes pour moi, quelles sont les personnes qui m'apportent beaucoup. Et j'accorde mon temps en adéquation avec les personnes qui sont importantes pour moi. Ensuite, par rapport aussi à mes enfants, qu'est-ce qui est important que je partage avec elles. Donc là, c'est vrai que le fait de ne pas tout le temps les avoir, les semaines où je les ai, c'est vrai que je suis très consacrée à elles, mais aussi elles connaissent mon travail, elles connaissent parfois les exigences, elles savent que des fois le soir je retravaille un petit peu ou autre, mais ça je préserve vraiment sur ces semaines-là. Ensuite, ça va être en termes de projet. Si je ramène plutôt sur la sphère professionnelle, j'ai toujours une répartition entre l'opérationnel et la vision. Je crois que beaucoup d'entrepreneurs sont ou même de gens qui travaillent que dans l'opérationnel. Il y a à faire. Ils font des to-do list, des tâches. Et en fait, si tu fonctionnes comme ça, t'es mort. Dans 6 mois, ta boîte est morte. Donc, c'est de trouver l'opérationnel. C'est ce qui va faire rentrer l'argent à l'instant T et c'est l'exécutif. Et ensuite, c'est toujours d'avoir la vision de qu'est-ce que je vais faire plus tard pour toujours avoir un coup d'avance. À l'inverse, si t'es que dans la vision, que t'es jamais dans l'opérationnel, t'es mort aussi parce que tu manges pas à la fin du mois. Donc c'est de trouver un petit peu ces justes milieux et en fonction de l'année, il y a des pourcentages. Donc je sais en fonction de l'année quel pourcentage va être réparti dans l'opérationnel et puis dans la vision. Donc je répartis un tout petit peu ces deux parties-là, toujours avec une bonne clarté. Après il y a tout l'aspect je concentre mon énergie que sur les tâches qui ont une réelle valeur. Parce qu'on a vite fait de s'égarer. Alors c'est facile de dire on n'a qu'à déléguer. Au début, quand t'es entrepreneur, tu délègues rien, tu te débrouilles tout seul. Mais attention, on va pas partir dans 1 milliard de projets parce qu'il y a toujours 1 milliard de choses à faire. Moi, j'ai un cerveau en ébullition qui part partout, mais rapidement, je recentre pour finalement faire moins mais mieux. Et ensuite, après, sur l'aspect moi, développement personnel, beaucoup de lecture. Alors, pareil, les gens qui n'aiment pas lire, vous savez, moi je lis à la vitesse d'un enfant de CE2, parce que quand on est dyslexique, c'est à vie. Donc je suis obligée de lire toutes les syllabes et des fois, les P et les B, c'est encore un peu flou pour moi. Donc, dans l'idée, c'est simplement voilà une petite routine de 15-20 pages par jour. Et au final, à la fin de l'année, ça me fait lire 10 à 15 livres par an, voire peut-être même plus. J'ai pas la prétention d'être experte, mais j'ai juste la sensation d'être moins con que l'année d'avant. C'est déjà ça de gagner. Voilà l'idée. Et voilà, sur ça, écouter pas mal de podcasts. J'ai toujours aussi des formations en ligne que je suis. Voilà, j'ai un programme de formation. J'ai fait l'erreur à un moment donné de faire ce qu'on appelle l'over-input, c'est-à-dire que formation, podcast, lecture, j'ai pété en plein vol. Donc parfois, ça m'arrive de regarder 2-3 trucs niais, mais pareil, le contrôle de la gestion du temps. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai l'impression de n'être jamais débordée. Je suis jamais à l'arrache. Les gens m'entendront très rarement dire que je suis crevée ou que je suis overbookée. C'est quelque chose qui m'arrive jamais. Et pourtant, quand je regarde des fois tout ce que je fais dans l'année, ou dans la semaine, ou dans la journée, je me dis, ah ouais, c'est quand même dingue. Mais voilà, c'est de garder cette sérénité. Et après,
moi-même de la préparation mentale pour garder vraiment le focus, parce que comme tout le monde, j'ai des peurs, comme tout le monde, j'ai des doutes, comme tout le monde, j'ai parfois des croyances limitantes, comme tout le monde, voilà, j'ai ça aussi, et c'est de travailler en permanence sur soi. J'ai toujours parti du principe que la croissance de mon entreprise serait toujours inférieure à ma croissance personnelle, donc à moi de grandir je fonctionne toujours beaucoup dans le être que multiplie par faire égale avoir. Donc moi, d'avoir ma bonne identité, de être qui je dois être, je me pose toujours la question qui je dois être avant de faire une tâche, plutôt de qu'est-ce que je dois faire. Qui je dois être pour faire tel projet. Bon, à un moment donné, multiplier par faire, va falloir quand même mettre les mains dedans, ça tombe pas comme ça, et avoir sera la conséquence. Excellent. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux titres? Tu sais que nous, la lecture fait partie de notre vie à tout un tas de niveaux. Quels seraient les un ou deux titres qui ont impacté Marion-Laure Blanchet? Alors, en premier, je dirais Le Petit Prince. Parce qu'en fait, il explique la vie, tout simplement. Il explique la vie. Et après, en termes de livres, je vais lire beaucoup de livres, moi, sur l'entrepreneuriat. Alors, soit je vais être vraiment... Moi, j'aime beaucoup les biographies. Parce que j'arrive beaucoup à me plonger dans l'histoire des gens. J'ai adoré la biographie de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. J'ai adoré les biographies d'athlètes de haut niveau. Ça, je les ai quasiment toutes lues. Alors, est-ce qu'il y en a un qui m'a marqué plus que l'autre? Ce serait pas cool parce qu'il y en a vraiment plein qui m'ont marqué. Après, je vais lire beaucoup des livres, je sais pas, de développement personnel. En ce moment, je suis en train de lire un livre que j'aime beaucoup sur l'identité gagnante. Voilà, c'est un livre que que j'apprécie beaucoup. Je vais lire aussi des livres de business. En fait, très tôt, et je l'ai vu par rapport à certaines personnes de ma profession, j'ai toujours fait prépa mentale, spécifiquement mon métier, développement business. Toujours lu les deux en même temps parce que j'avais pas, ma peur c'était d'être un expert fauché. C'est-à-dire que t'es super bon dans ton domaine, mais tu sais pas te vendre. Ça c'est dommage. Donc dans l'idée voilà, c'était vraiment d'arriver à se dire ok, je vais toujours faire les deux en même temps. J'ai pas un titre précis, je retiens pas les titres en fait. C'est pour ça que pareil, en termes d'habitude, j'ai tout un système d'organisation avec j'utilise l'application Beer sur lequel en fait j'ai toutes mes notes qui sont classées avec des hashtags, des arrobas d'auteurs, de façon à ce que quand je recherche une référence, je peux l'avoir de suite. On sent que tu es quand même très organisé, Oui. un peu au taquet. Alors pour pas faire peur aux gens, à la base je suis pas organisée. À la base je suis voilà. Et j'ai compris que, et moi à la base j'aime rêver, j'aime l'indépendance et j'aime la créativité. Et j'ai remarqué que plus je m'organisais, plus cette case liberté, créativité, elle s'ouvrait. Je suis pas organisée pour le plaisir d'être organisée, dans le besoin de tout millimétrer, mais en fait, quand tout est bien organisé, bien rangé, et en fait, je me rends compte que c'est l'ouverture à ça. Et ce qui est le plus important pour moi à protéger dans ma vie, c'est ma liberté et ma créativité. Et c'est les deux choses les plus importantes. Et ça passe par le fait de bien m'organiser. Et c'est vrai que mon environnement est assez minimaliste. Que ce soit dans les placards de cuisine, que ce soit dans mes tiroirs, que ce soit sur mon ordinateur, parce que quand il y a trop de choses, j'ai une charge mentale et j'y arrive plus. Donc voilà un petit peu, mais c'est vrai que oui, et ça et après pareil, c'est les tips que j'ai donnés. L'idée c'est de chacun doit se trouver les siens. C'est essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur. C'est pas de dire tiens Marion elle fait ça, il faut faire comme ça. Il faut trouver. Alors oui, il faut s'inspirer quand même de grandes bases. C'est sûr que tu travailles en pyjama avec le bordel sur ton bureau, j'ai du mal à penser que tu vas être dans un état d'esprit entrepreneurial et décrocher le monde, quoi. Enfin, si c'est ton objectif. Donc voilà, c'est d'arriver à trouver qu'est-ce qui te correspond. Mais voilà, c'est ça pareil, je forme beaucoup de gens à simplifier l'essentialisme. Tiens, tu parlais d'un livre, l'essentialisme, c'est un livre qui est super sympa. Donc c'est test and learn. Fais des choses et apprends au fur et à mesure. Et accepter l'erreur, en fait. Il n'y a pas de... Alors souvent, Nelson Mandela disait soit je gagne, soit j'apprends. Bon, moi j'apprends même quand je gagne ou quand je perds, hein, c'est pas le souci. Mais c'est accepter l'erreur. Et en fait, c'est comme accepter l'échec. Dans la vie, il peut pas y avoir de victoire sans échec. Et quand tu as compris que tu pouvais perdre, t'oses gagner. Si tu as peur de perdre, t'oseras jamais gagner. La folle envie de gagner doit être supérieure à la peur de perdre. C'est juste ça qu'il faut vérifier. Ça, c'est clair. Tu as eu 40 ans cette année, comme Nico. Cool. Ça arrive, hein. Fallait bien que ça arrive, hein. Évidemment. Si tu devais tout recommencer, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer dans ton parcours ou tu reprends les mêmes et tu recommences? Alors, c'est la question double, parce que d'un côté, oui, la maturité, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais tout ce que j'ai fait avant m'a amené à qui je suis maintenant. Donc je kiffe.
Ce que je kiffe aussi, c'est de me dire que dans 10 ans, je serai encore une meilleure version de ça. Donc ça, j'ai aussi hâte de vieillir, entre guillemets, je dis bien. J'ai pas cette peur de vieillir parce que je sais que chaque année. Et le problème, c'est que si je change le passé, est-ce que je suis vraiment cette personne aujourd'hui? Donc il y a cette partie-là. Après, j'ai eu besoin d'aller explorer tout ça dans mon passé pour être ce que je suis aujourd'hui, construire ce que j'ai aujourd'hui, aimer la vie que j'ai, que ce soit dans mon environnement, que ce soit mes enfants, que ce soit la vie que j'ai. Donc j'aurais peur qu'en changeant des trucs, il y ait deux, trois petits trucs. Et après, peut-être qu'à un moment donné, moins perdre de temps à m'accrocher à des choses qui faisaient pas sens. J'ai un fort sens de la loyauté, de l'engagement, de la sincérité. C'est vrai que, mais parfois peut-être trop. Ce qui fait que je vais persévérer dans quelque chose qui ne me correspond pas juste parce que j'ai dit que je le ferais. Donc ça, peut-être, c'est une connerie. Parfois, ça a été une connerie, que ce soit dans des relations, que ce soit dans des projets, voilà. Donc, mais d'un autre côté, j'aime cette valeur que j'ai en moi, mais peut-être que des fois, peut-être qu'au lieu de taper 5 fois le mur, peut-être 3, ça suffit. Par exemple. Voilà, c'est peut-être ça. Mais peut-être est-ce que j'ai pas eu besoin de taper 5 fois pour aujourd'hui comprendre qu'il faut taper plus que 3 fois. Donc c'est un peu piégeux, je sais pas. Ouais, on va dire. Alors, on va juste essayer de pas refaire là sur les 10 prochaines années ou jusqu'à la fin ou sur les prochaines semaines, me servir de ce qui s'est passé, de mon passé. La réponse n'est pas très claire. Hein. C'est ce petit côté un peu déterminé que je connais bien. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de chacun. C'est ses imperfections et cette capacité à passer à l'action sans vouloir que tout soit parfait. Ouais, ça soit parfait. Et puis des fois, même je vais plus loin, c'est, tu sais, les gens perfectionnistes, des fois je me dis, mais en fait, pour qui on se prend pour vouloir titiller la perfection? Enfin, c'est hyper égotique en fait dans ce cas-là. Et après, si, je pense que bah, c'est ce que j'ai d'enseigner beaucoup à mes enfants. Déjà, c'est la connaissance de soi. Je pense qu'on pourrait nous l'enseigner vraiment plus tôt. Mais bon, pareil, on est d'une génération où on n'enseignait pas avant, c'est comme ça. Mais la connaissance de soi, voilà, les 7 leviers de l'intelligence, ça, franchement, je l'aurais su plus tôt. Je pense que ça m'aurait pu m'aider. Parce que j'ai longtemps pensé que j'étais pas intelligente, j'ai pas la prétention de l'être, mais voilà, j'ai compris qu'il y avait 7 dimensions de l'intelligence et que c'était dommage de s'axer sur une ou deux et qui étaient peut-être pas les miennes. Génial. En tout cas, je trouve que tu as une belle énergie, ça fait plaisir cet échange. Si des gens veulent en savoir plus sur toi, sur ton parcours, ce que tu fais, où est-ce qu'on te retrouve? Alors on me retrouve très facilement, hein, comme dit Sabrina, sur les réseaux sociaux. Donc très simplement, Marion. Alors Laure Blanchet, c'est mon nom de famille, je m'appelle pas Laure. Voilà, c'est pas Laure et plus loin Blanchet. Donc Marion Laure Blanchet. Site internet également. Voilà, sur Google. Je crois même que j'ai une page Wikipédia. Quelqu'un avait fait une page Wikipédia à l'époque où j'étais à Claix, donc c'est plutôt cool. Ça fait un bon référencement Google, ça, pour le coup. Mais dans l'idée. Et après, voilà, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis, pas hésiter à envoyer un message. Je réponds tout le temps. Je réponds systématiquement et c'est moi en personne qui répond. Voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu garder. Je veux pas déléguer. Autant j'ai délégué des choses dans mon business, autant voilà l'aspect répondre et interagir avec les gens. C'est quelque chose qui, voilà, je veux le garder parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Voilà, et par respect. Donc, de pas hésiter à m'envoyer un mail de suivre l'actualité parce que voilà, on va faire prochainement, je vais faire un webinaire. C'est gratuit, il y a de l'information dedans. Comme je dis, c'est pas se priver d'informations gratuites et peut-être pas se disperser dans un milliard de contenus. Donc voilà, si à un moment donné quelques petites choses que j'ai pu dire vous ont percuté, eh ben allez-y. Et si certaines choses que j'ai dit vous ont fait peur, c'est bon signe aussi. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui vont bouger en vous. Cool. En tout cas, on mettra les liens en dessous du podcast pour que les gens puissent facilement aller connecter. Oui. On te propose notre dernière question qu'on pose à tous nos invités. Notre podcast s'appelle Contribution. Qu'est-ce que c'est pour toi contribuer? Alors contribuer, c'est à sa propre échelle, apporter quelque chose en toute simplicité et aligné avec ce qui est important pour soi. Pour moi, j'estime que ma contribution, c'est voilà, peut-être apporter du contenu pour des gens qui veulent révéler leur plein potentiel. Ensuite, c'est aussi quelque chose qui doit s'apprendre très tôt parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Et quand je dis à son échelle, par exemple, alors j'ai ma petite fille, ma plus jeune, qui, je sais pas, elle adore la planète. Voilà, elle trouve ça fascinant, la planète. Il faut prendre soin de la planète. Ils ont dû voir des choses comme ça à l'école. Et c'est tout simplement lui apprendre à ramasser un papier, même si c'est pas toi qui l'as jeté. C'est le petit geste que tu vas faire. Voilà, donc pour moi, c'est la contribution. C'est aussi la contribution, peut-être dans notre plus petit écosystème, auprès de nos proches. Donc c'est apporter quelque chose en étant soi et
la manière la plus simple. Ok. Cool. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour Merci cet échange. ouais, merci pour tout ton temps et puis tout cet échange hyper riche. C'était très, très Très instructif. dense, avec beaucoup d'informations à écouter et à réécouter. En tout cas, merci beaucoup Marion pour ce temps partagé. De toute façon, on reste en contact. Ouais, Avec avec joie. plaisir. Ok, merci. Et on se dit à bientôt.